Quand vous voyez ce qui se passe, franchement. Alors, ça relève des questions d'insécurité que vous évoquiez tout à l'heure, mais Et là, c'est même très grave ce qu'on est en train de Bien sûr. vivre. Parce que là maintenant, quand vous avez les dealers, allez, bam, ils règlent les comptes de suite. Hein. Et là, on est Vous sur des voyez bien sujets comment qui ça se sont... passe. Ça n'existait pas il y a 30 ans en arrière, ni même 40. Non, enfin pas de cette manière-là en tous les cas. On a enlevé l'armée, c'est une très mauvaise chose qu'on a fait quand on a supprimé l'armée pour moi. Moi je l'ai faite, je ne suis pas mort, j'ai fait 24 mois, et puis c'est même très bien l'armée. Oui. Ça forme un homme l'armée. Alors, Il n'y a pas, au après moment- on rentre dans la vie. Au moment où on a supprimé l'armée, il faut se souvenir aussi que l'armée n'existait plus vraiment. Au moment où elle a été supprimée, c'était quand même un moment où les passe-droits étaient très très importants. On n'avait plus tout à fait la mixité qu'on pouvait avoir. Et sûrement qu'aujourd'hui, ce serait, pour dire les choses clairement, rétablir l'armée telle que vous avez pu la connaître, on n'y arriverait pas. Par contre, il y a un autre environnement qui permet tout ça, c'est l'école. C'est l'école. Et je vous assure que si beaucoup des gamins dont vous parlez étaient passés par une école républicaine beaucoup plus exigeante qu'elle l'est aujourd'hui, alors nous n'aurions pas ces résultats-là. Oui. Quant aux cités dont vous parliez, parce que les trafics de drogue ne sont pas que dans la cité, ils sont aussi parfois dans les villes et dans les beaux quartiers. Dans ces cités, la seule action que nous ayons de possible sont les actions coup de poing. Et que demain, on intervienne en force dans ces quartiers pour éradiquer les bastions de dealers, c'est absolument fondamental. Absolument fondamental. Et parfois, ça arrange. Parfois, ça arrange parce que cette économie souterraine, elle ne fait pas parler d'elle nécessairement, elle nourrit les uns et les autres. Donc, il faut aussi avoir du courage politique. Mais ça revient à ce que nous disions tout à l'heure sur le laxisme. Un dealer aujourd'hui, ou un petit gamin de 14 ans qui fait le guet, quand vous l'accueillez, quand vous le pincez et que vous le condamnez, il se passe quoi? Rien du tout. Rien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au fur et à mesure qu'on a descendu l'âge, progressivement, l'âge des guetteurs a été modifié en conséquence. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas de réponse pénale claire, tant qu'on cherchera des excuses à tout le monde, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et ça, c'est un changement total de société en réalité. On l'évoquait tout à l'heure sur d'autres sujets. Et je le redis, c'est aussi le rôle des députés. Parce que tout ce que je vous dis là, vous avez des députés de Mélenchon qui ne vous diront pas la même chose. Vous avez des députés écologistes qui sont aujourd'hui totalement favorables à la dépénalisation du cannabis, qui ne vous diront pas la même chose que ce que je vous dis. Et oui, c'est vrai que quand on choisit un député, on choisit aussi des valeurs auxquelles on croit profondément. Bien d'accord. Sur ce sujet-là, est-ce que vous pensez que si il y a des familles aussi qui vivent dans ces banlieues, qui ont la trouille, qui font rien, qui sont au chômage, etc., est-ce que vous pensez qu'un système, comme je l'avais expliqué, il y avait des lurettes, avec un système en tripartite, c'est-à-dire que ces familles qui sont au chômage, qui ont la trouille, qui sont là-dedans et qui n'en bougent pas, s'il y avait le personnel de l'emploi, c'est-à-dire le Pôle emploi et compagnie, les aide à la délocalisation de ces familles, si elles le veulent, pour les amener là où il y a du travail, que les organisations professionnelles les forment au boulot en question, et que les services sociaux s'occupent du logement, si le Pôle emploi paye la délocalisation en fait, de ces familles. Évidemment, ça gêne certaines mères qui veulent grossir leur commune, même si c'est des communes bizarres. Mais avec ce tripartite, on arriverait quand même à ces gens qui sont vraiment dans la. Qui ne savent pas comment s'en sortir, à les aider. Ce dont vous parlez, c'est la politique urbaine. Ce qui est certain, c'est que. C'est en partie le cas ici, mais dans les grandes villes. Mais je parle pour les grandes villes. On a concentré tous les problèmes au même endroit. Et donc, vous voyez, celui qui a le plus fait dans le domaine, c'est Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, dans sa ville, a totalement cassé les ghettos urbains. Jean-François Copé, qui ne fait pas tout parfaitement, mais dans sa ville de Meaux, il a fait tomber des barres d'immeubles entières et il a dispersé la population. C'est-à-dire qu'il n'a pas concentré au même endroit tous les problèmes. Et vous avez raison de dire que ça porte ses fruits immédiatement quand vous refaites de la politique urbaine, totalement. Et ça, c'est un travail que les maires ont apporté. Et vous disiez, il y a aussi parfois une forme de clientélisme, parce qu'il y a des maires que ça arrange bien d'avoir une concentration urbaine ici ou là, de ne pas être très regardant. C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Il y a des erreurs qui ont été commises il y a une quarantaine d'années dans notre manière de construire. Il faut qu'on y revienne. Et vous savez, ici, par exemple, c'est assez illustratif.
Cette école, elle avait été installée au moment des premières politiques urbaines, dans un quartier qui pouvait être réputé comme un quartier difficile, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître évidemment dans d'autres villes. C'est cette mixité sociale qui est fondamentale, absolument fondamentale. Et ça fait longtemps qu'on n'a plus réaménagé tout ça. Vous avez des maires qui s'intéressent au centre-ville, voilà, qui est souvent de plus en plus pauvre d'ailleurs, et puis qui le reste s'y intéressent de moins en moins. Ils considèrent que au fond, on gère la misère en la mettant loin des regards. Et je vous dis, à Meaux, ce que Copé a fait, ça a été très courageux. Il a fait tomber toutes les barres d'immeubles. Il a relogé tout le monde. Hein. Ils ont eu, avec l'office, parce qu'en l'occurrence, ça c'est pas le Pôle emploi, mais c'est les offices HLM de reconstruction, ils ont lancé des plans massifs, ils ont permis à ces locataires d'accéder à la propriété, en leur disant, bah, écoutez, voilà, si vous voulez devenir propriétaire de votre petit logement, vous pouvez, vous payez votre loyer remboursera progressivement, et vous deviendrez propriétaire. Vous savez, dans un petit quartier, quand vous avez dans un immeuble la moitié des habitants qui deviennent propriétaires, je peux vous assurer que ça change absolument tout. Oui. Absolument tout. L'immeuble n'a pas du tout la même tête, la vie sociale n'est pas du tout la même. Bref. Et tout ça, ce sont des politiques qui ont été totalement oubliées. Pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, ce qu'on appelle l'accession à la propriété, les aides à l'accession à la propriété ont totalement disparu. Totalement disparu. Et dans des petits lotissements, même dans nos villages, on voit très bien la différence entre les endroits où il y a des locataires qui tournent en permanence, qui ne prennent pas soin des maisons, et des gens très modestes. Souvent, c'est des gens très modestes qui deviennent propriétaires de leur petit pavillon et qui, d'un coup, deviennent des citoyens à part entière. Et ça, c'est aussi une question idéologique, parce que, je le redis, mais vous avez l'extrême gauche aujourd'hui qui nous explique que accéder à la propriété, c'est presque un crime. Non, je suis désolé. Moi, je vois tous les jours des gens qui ont un petit salaire, qui sont fiers d'accéder à la propriété, de pouvoir le transmettre à leurs enfants, etc. etc. Moi, je vais plus loin. C'est carrément, il y a du boulot à tel endroit, on délocalise, oui, on payant, etc. Et on forme, et en même temps, on loge. De manière à ce que, tant pis si ils viennent de Saint-Denis et puis qu'ils se retrouvent dans le Lot-et-Garonne, mais on aide les familles à se reconstruire alors qu'ils n'ont pas d'issue, c'est ce que je veux dire. Ouais, mais sur le fait qu'ils n'aient pas d'issue, vous avez tout à fait raison. Voilà. Mais ça demande un accompagnement social, et pas seulement de la distribution. Ah, mais je fais partie, c'est-à-dire qu'il y a les services sociaux, il y a le Pôle emploi, il y a les organisations professionnelles. Oui, ces trois personnes sont bien imbriquées les uns dans les autres. La globalité de la situation dans sa globalité, mais ce que je pense profondément, c'est qu'on ne résout pas les problèmes en distribuant de l'argent, mais en accompagnant. Et alors l'argent, on peut le mettre dans les personnels accompagnants et dans les structures accompagnantes. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a tout le suivi qui va avec. Oui. Mais vous êtes d'accord, ce qui est important de dire, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on a un système social qui n'est pas orienté vers ceux qui en ont le plus besoin ou vers le mérite dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Et ça fait il y a deux écueils. Et le fait que ceux qui en bénéficient sont entretenus dans une situation de précarité qui ne leur convient pas, qui ne leur permet pas de s'élever, et que ceux qui en ont vraiment besoin ne peuvent pas s'en sortir. Voilà. Donc, mais c'est ce qu'on voit tous les jours. C'est ce que je vois tous les jours quand on rencontre nos concitoyens. À chaque fois, des hommes qui ont vraiment besoin d'un coup de main, qui pourraient s'en sortir s'ils avaient le bon coup de pouce, et pour lesquels on n'a pas le dispositif. Par contre, ceux que je ne vois jamais, parce qu'ils ne viennent jamais nous solliciter, qui ont droit à peu près à tout, ne sont pas ceux qui arrivent à se sortir de la situation. Donc aujourd'hui, notre système, il est injuste. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. On parlait du handicap tout à l'heure. Voilà des sujets sur lesquels il faut que nous puissions nous réinvestir. Après, j'ai une idée sur la ville, mais après, ça ne concerne pas directement. Non, pour les prochaines élections, donc il y aura les élections municipales. Vous disiez que tout à l'heure, il y avait des centres-villes, ça progressait. Et là, c'est une façon de voir différemment l'aménagement de la ville. En fait. Est-ce que pour pas que les gens partent vers l'extérieur pour se retrouver. Ça, on en parlera quand on sera municipal. Oui, mais si vous voulez, là, je vous expliquerai ma façon de voir. Est-ce que vous trouvez normal que dans l'instruction publique, on supprime des milliers d'emplois? Moi, j'en ai fait partie de la fonction publique. Je suis très heureux, j'ai fait une carrière d'aide-soignant à l'hôpital de Caen, je suis parti à la retraite. J'ai pu bénéficier même de partir à la retraite à 53 ans. Parce que Sarkozy est arrivé au gouvernement. Vous connaissez M. Sarkozy? Oui. Bon, vous aviez Mme Frécresse qui était quand même ministre de M. Sarkozy. Il faut quand même le dire, elle a quand même supprimé
Vous sentez le millier d'emplois dans la fonction publique. Alors, Vous êtes bien d'accord? Sur la fonction publique, je vais vous répondre. Moi, je vous réponds ce que je pense, moi. Oui, d'accord. Bon, peut-être que c'est le sujet, on va peut-être finir sur ce sujet, mais c'est effectivement un sujet qui, en réalité, est plus important qu'on l'imagine. Moi, j'ai une logique simple. La suppression comptable du nombre de fonctionnaires, c'est une bêtise. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels on a besoin de plus de fonctionnaires, des domaines dans lesquels on a besoin de moins de fonctionnaires. Typiquement, l'hôpital, on a besoin de plus de fonctionnaires à l'hôpital, pas pour faire du fonctionnariat. On a besoin de plus de fonctionnaires à l'hôpital pour être devant les malades. Il y en aurait moins dans l'administration, ce ne serait pas grave. Il y en aurait moins à l'agence régionale de santé, ce ne serait pas grave du tout. La question quand on parle des fonctionnaires, c'est de savoir quelle est la mission qu'on leur donne. Oui, un fonctionnaire des impôts qui reçoit les citoyens pour aider à sa déclaration d'impôt, pour répondre à des demandes, pour ajuster des plans de remboursement, évidemment que c'est une mission absolument fondamentale. Mais le fonctionnaire des impôts qui va surveiller celui qui surveille et celui qui surveille, je pense que ça n'a pas d'intérêt. L'hôpital est absolument caractéristique. Vous savez aujourd'hui qu'on a dans certains hôpitaux plus d'administratifs que de soignants. Bon. Je suis d'accord. Vous interrogez les soignants eux-mêmes, ils vous diront que dans leur propre service, il y a de plus en plus de responsables, mais il y a de moins en moins de personnes qui interviennent directement au chevet des patients. Donc ce qu'il faut que nous fassions, c'est ça. Il ne s'agit pas de supprimer les fonctionnaires pour supprimer les fonctionnaires, moi je n'en veux pas de mal aux fonctionnaires. C'est d'ailleurs une belle mission d'être fonctionnaire. Et simplement de s'assurer que les moyens sont mis exactement à l'endroit où on en a le plus besoin. Alors ça demande un travail qui est autre chose que les coupes comptables, bêtes et méchantes, on dit on supprime tant de fonctionnaires, tout ça est absolument idiot. On prend les secteurs les uns après les autres, on voit les réorganisations, on voit les services qui doivent être rendus au public, on voit les évolutions aussi. Aujourd'hui, il y a des services publics qu'on n'utilise plus comme on les utilisait il y a 10 ou 15 ans. On gère ces évolutions-là. Mais la proximité, elle est fondamentale parce que le jour où nos concitoyens n'ont plus en face d'eux des femmes et des hommes qui représentent pour leur répondre, alors toute la colère, elle se transfère ailleurs, et notamment dans la rue. Et vous savez, moi j'ai beaucoup débattu, je suis beaucoup battu, pour qu'on maintienne la présence des services des finances publiques dans notre département. Ça a été un de mes combats. Les trésoreries, notamment vous voyez, dans mon village de la Bassine-Murat et dans tant d'autres. Et à chaque fois, je disais aux directeurs qui se succédaient, moi je dis, mais c'est quand même curieux, vous défendez le maintien du nombre de fonctionnaires. Mais c'est pas ça le sujet. Et tout ce que je sais, c'est que si demain, un contribuable qui a 82 ans n'a pas la réponse à sa question sur pourquoi il paye tel impôt, alors on aura un vrai problème. Pas seulement le problème de l'impôt, mais le problème de la défiance qui est donnée envers l'État, envers la collectivité. Moi, je ne veux pas de ça. Tout comme je ne veux pas que le service public se privatise. Je considère qu'il y a des espaces qui sont les espaces, comme ceux de la République, les espaces que nous avons en commun, qui n'ont pas à être privatisés. C'est notre bien commun. Voilà. Quant à savoir s'il faut faire de la réorganisation, évidemment, je vous dis, je parle de l'ARS. À l'ARS, il ne se passe pas une semaine sans que je découvre quelqu'un que je ne connaissais pas. Bon, si vous voulez, ça va bien. Quand j'ai porté la première proposition de loi sur le handicap à l'école, à l'époque, j'ai proposé que pour les accompagnants des enfants, il y ait un référent. Parce que je pensais que c'était nécessaire que quand elles aient besoin, elles puissent avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Figurez-vous que moi, dans ma tête, c'était clair. Le référent, ça devait être un travailleur sur le terrain, qui devait devenir une super accompagnante pour pouvoir aider les autres. Mais pas du tout. Une fois que la loi, que cet amendement a été voté, eh bien c'est un fonctionnaire de la direction départementale de l'éducation nationale qui n'a jamais exercé devant des élèves, qui est devenu référent. Ben voilà. Ben, typiquement, le fait qu'on ne met pas les moyens du service public là où il devrait être. Est-ce qu'il y a une dernière question? C'est partout pareil. Hein. Dans les banques, c'est pareil, il n'y a plus de service. Alors les banques, c'est pas moi qui les gère. Mais... Non mais d'accord, tu as plus de parler. Ouais. Regardez, moi je vois au Crédit Mutuel. Ah oui, avant, vous aviez des employés. Oui, vous leur disiez, je prends l'exemple de 100 €. Vous remplissiez un bordereau, et vous donnez l'argent au guichet. Aujourd'hui, vous introduisez la carte, vous mettez votre code, vous sortez les sous. Je ferai passer le message. Et vous êtes des employés dans les banques depuis la peine. Je ferai passer le message au Crédit Mutuel. Je dis les banques, oui, et d'autres choses que je n'aime pas les personnes qui se retrouvent dans les classes, c'est très très bien, mais le problème c'est que souvent l'enseignant n'a pas les moyens d'enseigner dans de bonnes conditions, enfin de prendre en charge dans de bonnes conditions
ce jeune, parce que bon, effectivement, il faut beaucoup de temps et bon, une classe avec 30 élèves ou 25 élèves, c'est très compliqué de la mener. La mission est très belle, hein. Moi je connais très bien le domaine, mais je trouve que bon, il faudrait qu'il y ait les moyens, voilà, avoir quelqu'un qui puisse accompagner ce jeune de façon à ce que, si vous voulez, bon, avec l'enseignant, on puisse faire quelque chose, parce que c'est vrai que c'est la situation idéale de pouvoir les mettre dans l'école de la République et non pas dans les centres. Et là, bon, je crois que c'est un manque de moyens qui fait que bon, c'est difficile à mener cette mission. C'est tout à fait juste. J'ai beaucoup qui accompagnent, mais je n'ai pas parlé des enseignants. Et dans la proposition de loi que j'avais portée, et d'ailleurs c'est une mesure qu'on a défendue à nouveau à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, avant la suspension des travaux, les Italiens ont un modèle assez intéressant. Non seulement ils ont des accompagnants qui sont très bien formés, très bien rémunérés aussi, hein, parce que c'est le sujet aujourd'hui, pour les attirer vers ces métiers qui sont des métiers difficiles. Mais la règle, c'est que dès lors qu'il y a plus de 3 enfants en situation de handicap dans une salle de classe, il y a un enseignant supplémentaire, Voilà. qui est un enseignant spécialisé. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'accompagnant. Mais il y a le bénéfice d'avoir un enseignant spécialisé. Parce qu'on considère que 3 enfants en situation de handicap dans une salle de classe ne peuvent pas être accompagnés par 3 accompagnants ou par une accompagnante mutualisée. C'est ce que les Italiens font et qui fonctionne extrêmement bien. J'avais fait cette proposition, je continuerai à la porter à l'Assemblée parce que vous avez raison que celui qui est le mieux à même d'accompagner les enfants, en réalité, c'est l'enseignant. Mais pour ça, il faut qu'il puisse... On prenait il y a quelques semaines l'exemple d'un enfant dyslexique. Et l'enseignante que je voyais me disait, moi quand j'ai un gamin qui a quelques difficultés d'apprentissage, un peu de dyslexie, je sais l'accompagner. Quand j'en ai 3, je ne sais pas faire. Ils ont envie pourtant de le faire. Hein, exactement. Parce que j'en connais personnellement. Ils ont envie de le faire. Et c'est leur métier d'ailleurs. C'est leur métier, et puis bon, ouais. Ils n'ont pas envie de laisser tomber. Tout à fait. Mais ça devient impossible si vous ne mettez pas les moyens pour pouvoir... Oui, cette mission qui est très intéressante. Ouais, c'était l'article 6 de la première proposition de loi. Oui, mais je sais que vous l'avez bien défendu. Pas pour la suite, je ne l'oublierai pas pour la suite. Je sais. Voilà, mais écoutez, merci à toutes et à tous de votre présence, de votre participation. Et puis bonne soirée, merci d'être venus. À bientôt. Merci. Merci à vous. Avec plaisir. Il y a du boulot à faire. Il n'y a que ça, il y aura Rien. Il faut parler. Pourquoi c'est ça? La deuxième maison. Parce que j'ai pas vu le conseil très bien. On va prendre ici. Oui, elle est bien travaillée. C'est quand tu parles. Quand tu veux. Je pense que tu demandes les rendez-vous sur la semaine. D'accord, c'est avec plaisir. Oui.